Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Contre les manœuvres de l'opposition dite radicale, les dirigeants de Moël Bénin s'indignent. Selon eux, cette opposition nie encore les violences préélectorales subies par l'armée, violences pourtant avérées. L'Union progressiste s'arrime à la réforme du système partisan. Le parti forme son bataillon de précepteurs chargé de former les militants à la vie politique. Et puis l'État béninois recrute 1600 agents contractuels, tous à la disposition du ministère de la Santé, à suivre les images de la première journée du concours de recrutement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Moël Bénin dit stop au dénigrement du Bénin par des politiciens béninois. Le parti dénonce des manœuvres de l'opposition dite radicale qui, selon lui, fait du négationnisme par rapport aux violences préélectorales subies par l'armée. Le secrétaire général du parti est ici au micro de Jérôme Ongbo. Si dans l'ensemble, l'élection présidentielle s'est déroulée dans la paix et la quiétude, les malheureux incidents préélectoraux survenus dans certaines localités du pays ont eu le mérite de perturber la paix et la cohésion nationale. Des personnels des forces de défense et de sécurité, dont le seul tort est d'avoir voulu libérer les voies inter-États barricadées, ont été criblés de balles par des tireurs embusqués. Des populations ont été exposées et terrorisées, des édifices publics et des biens privés ont été détruits. Malgré ces regrettables événements, vécus par tous et constatés par l'opinion publique nationale et internationale, malgré les appels directs d'acteurs de l'opposition dite radicale à l'insurrection et à la mise en berne du processus électoral, malgré l'arrestation au domicile d'un juge en cavale de délinquants recrutés circonstanciellement pour semer des troubles et la terreur dans nos villes et campagnes, malgré la récente découverte d'une importante quantité de munitions dans une des localités concernées par les violences préélectorales et au Togo voisin à destination du Bénin, malgré l'aveu public d'une ancienne ministre en ce qui concerne le financement et le soutien de chasseurs par l'opposition dite radicale pour attaquer l'armée républicaine qualifiée d'inconsciente selon ses propos, malgré tous ces constats, hélas, certains compatriotes continuent de développer des thèses négationnistes sous le fallacieux couvert d'un combat pour la démocratie. Les dernières déclarations d'un ancien ministre des Finances sur un média étranger illustrent à suffisance cette démarche nihiliste qui consiste à rejeter la réalité et à prendre fait et cause pour la délation, le mensonge et le déni. En adoptant cette posture négationniste, ces personnes n'affichent que du mépris au peuple béninois qu'elles ambitionnent diriger. Moël Bénin demande aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures pour retrouver les responsables des violents événements préélectoraux où qu'ils se trouvent pour que justice soit faite et que force reste à la loi. Moël Bénin demande une fois encore aux autorités à divers niveaux de prendre toutes les dispositions pour que plus jamais ces ignobles actes ne se reproduisent. Ceux qui caressent le rêve de la déstabilisation du Bénin et leurs sponsors locaux et étrangers verront toujours devant eux un peuple uni et debout.
De son côté, l'Union progressiste renforce les capacités de ses membres en militantisme politique. Le parti s'ajuste ainsi aux impératifs de la réforme du système partisan. Les précepteurs sont formés en premier pour à leur tour former les militants. Emery Dakmesoto. L'Union progressiste veut travailler dans une vision conforme à celle de la population pour le développement des différentes localités du Bénin. Pour y arriver, le parti commence par mieux aguerrir ses militants. Nous voulons nous armer, nous-mêmes d'abord, pour devenir des militants éclairés, avertis. Et une fois armés nous-mêmes, prendre la décision d'armer d'autres. Si nous voulons construire un parti qui dure, qui a des relations politiques avec la population, nous devons nous-mêmes être en mesure de connaître l'orientation, les valeurs qui sous-tendent l'action de notre parti. Nous ne souhaitons pas que l'Union progressiste soit seulement une machine électorale. Nous voulons que l'Union progressiste soit un instrument de transformation sociale. L'ambition des responsables de l'UP est de constituer progressivement au sein du parti une pépinière de formateurs qui s'étendra jusqu'aux communes, villages et quartiers. Nous espérons qu'à la fin de ce séminaire, le parti disposera de la première cohorte de formateurs sur lesquels appui sera pris pour le lancement des formations à l'endroit des militants, toutes catégories confondues, qui sont largement demandeurs. Les plus talentueux parmi vous constitueront demain le corps professoral de l'école de formation du parti. Le chemin à parcourir est encore long et les défis à relever assez grands. Cette idée de disposer de formateurs acquis à la cause du parti et prêts à sensibiliser les autres camarades sur la politique et le développement est appréciée par tous les participants à ces assises de Dassa. Selon eux, c'est l'une des bases d'un parti fort, uni et engagé. Je vous le disais en titre, le concours de recrutement au profit du ministère de la Santé a démarré hier. Dans le littoral, les ministres de la fonction publique et de la santé ont lancé les épreuves au centre du lycée Coulibaly à Cotonou. Au terme du concours, 1600 agents contractuels vont être recrutés. Merci Agla, Yves Agodokbessi. Nous avons pris les dispositions pour que tout se passe bien et nous espérons qu'au terme de l'organisation, le gouvernement aura une satisfaction totale sur l'organisation de ce concours. Plus de 8500 candidats pour 1600 postes à pourvoir. Des personnels médical, paramédical et administratifs sont à recruter à travers ce concours. Environ 111 filières disponibles. Par ce recrutement, le gouvernement vient renforcer les ressources humaines du secteur de la santé, tant est qu'il est conscient que la population, pour son bien-être, doit bien se porter d'une part et de l'autre pour produire la richesse pour la nation. Il faut que nous ayons une population en bonne santé en général, surtout la population active. Nous avons 106 médecins généralistes qui seront recrutés et 278 médecins spécialistes. C'est vraiment une première, toutes spécialités confondues, que nous sommes en train de faire. Dans le domaine paramédical également, aussi bien les infirmiers diplômés d'État que les sages-femmes diplômées d'État, mais également les infirmiers et sages-femmes spécialistes dans des domaines pointus seront également recrutés. Cela va concourir à favoriser l'accès à l'ensemble de la population béninoise, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le territoire, à des soins de qualité, quel que soit également le domaine. C'est vous dire que l'ambition affichée par le président Patrice Talon, déjà lors de la campagne, de faire en sorte que les ressources humaines soient au cœur du quinquennat qui vient, est en train de se concrétiser. Une autre vague de recrutement des agents de santé est à espérer dans 1 ou 2 ans, à en croire le ministre Benjamin Rompati. Et dans le cadre de ce même concours, dans les départements du Mono et du Koufo, c'est le préfet et des responsables déconcentrés des 2 ministères impliqués qui ont lancé les épreuves. Le lancement a eu lieu au CGE 1 de l'Okosa. Les images avec Gilles Dansou et Michael Nouati.
CEG1 Lokossa, centre unique de composition dans les départements du Mono et du Koufo. Les candidats sont en salle. Les derniers réglages sont faits. J'ai vu des candidats très sereins. J'ai constaté, puisque c'est eux-mêmes qui ont demandé l'organisation de ce concours. À corps et à cri, ils l'ont réclamé. Ça me rassure. Et je me dis que c'est l'expertise qui caractérise l'organisation méthodique et transparente des concours depuis 2016 là, qui est à l'œuvre. Le ministère de la fonction publique est la cheville ouvrière dans l'organisation de ce concours. Il est question de recruter 1600 agents au plan national. Le gouvernement de notre pays, toujours dans la quête d'améliorer les prestations de services dans tous les secteurs de notre pays, et surtout dans les secteurs sociaux, a décidé de renforcer le personnel du ministère de la Santé. Et à ce titre, le gouvernement a autorisé le recrutement de 1600 agents contractuels de droit public de l'État. Et donc, pour le compte de cette journée, 274 sont appelés à concourir et le reste se fera demain dimanche. L'organisation de ce concours accepté par le gouvernement, c'est un ouf de soulagement pour le secteur de la santé. Pour ce concours, presque tous les corps sont concernés. Des spécialistes les plus raffinés, pour donner quelques exemples, vous avez vu tout à l'heure, on a vu des neurologues, des ophtalmologues, ce n'est pas souvent l'habitude, mais ça montre l'orientation du gouvernement dans l'offre des services de qualité. Dans la sérénité, les candidats affrontent les premières épreuves. Le 15 mai 2021, c'était la 27e édition de la Journée internationale de la famille. À l'occasion, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a délivré un message. Pour elle, cette journée revient sur le rôle de la famille en tant que socle de la société. Robert Copin-Edor et Yves Agodopessi nous proposent un extrait de son message. La Journée internationale de la famille est célébrée le 15 mai de chaque année dans le monde pour offrir un cadre formel de réflexion sur la situation des familles. La Journée internationale de la famille est donc une tribune pour rappeler aux familles le rôle qui est le leur en tant que socle de la société et leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Dans cette dynamique, et au regard des défis de la famille au plan national, le Bénin a décidé de consentir particulièrement ses efforts dans le renforcement du capital humain. À cet effet, les réflexions amenées dans le cadre de la commémoration de cette édition de la JIFA sont orientées sur le thème « La famille, lieu d'éducation sexuelle de l'enfant, de l'adolescent et du jeune ». Chers compatriotes, nonobstant les nombreuses actions menées depuis plusieurs années pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes par les ministères sectoriels, les différentes organisations de la société civile, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, on assiste toujours à une recrudescence des problèmes de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes dans notre pays. Au regard de l'enjeu, j'invite donc les familles à plus d'échanges sans tabou avec les enfants. L'éducation et la prévention sur les questions de santé sexuelle et reproductive de la jeunesse représentent pour notre nation des leviers de développement durable. La saison pluvieuse s'annonce déjà et pour parer à d'éventuelles catastrophes, l'équipe communale d'Abomey-Calavi s'est dotée d'un plan d'urgence pour 2021. Il va aider à atténuer les risques d'inondation en attendant les grands travaux d'assainissement. C'est l'annonce du maire et de ses collaborateurs Marcela Rossi et Simon Villon. Les populations ont souffert. Elles ont beaucoup perdu dans la série d'inondations dont elles sont victimes. Inondations résultant généralement du débordement de la rivière Sceau et du lac Nokoué, mais aussi des installations anarchiques dans les exutoires et réceptacles naturels. De Tokpazungo à Kokotomé, en passant par les autres dizaines de quartiers d'Abomey-Calavi, ils sont près de 400 000 habitants exposés à ces risques de catastrophes dont est témoin le maire d'aujourd'hui depuis plusieurs années. Le voici
qui décide de conjuguer au passé, ensemble avec ses partenaires, une fois de bon, et de façon définitive, pourquoi pas, ces moments malheureux. Nous avons sorti alors à cet effet un plan d'action pour les inondations de 2021, où les chefs quartiers ont été sensibilisés sur les comportements adoptés. Nous leur avons demandé d'identifier déjà dans les quartiers les arrondissements des lieux publics pouvant servir d'abri pour ces populations qui éventuellement vont connaître l'inondation sous peu. Ce n'est qu'un plan d'urgence, mais derrière, de grands projets sont en vue. Les actions qui permettront de régler à long terme et de façon définitive cette problème d'inondation dans Calavi, c'est des grands travaux d'aménagement. Il existe au niveau de la commune déjà le plan directeur d'assainissement eau pluviale. Ce plan directeur doit être mis en œuvre sur une échéance. Et le gouvernement nous accompagne en mettant en place déjà le projet d'assainissement pluvial des villes secondaires. Face aux effets des inondations prochaines que ces populations vont devoir subir une fois encore, en attendant les grands travaux, la mairie se tient déjà prête à les soutenir avec des vivres, des médicaments et autres matériels de protection. Promesse tenue par MTN Mobile Money, le réseau avait lancé en 2019 avec une promo avec à la clé des villas et d'autres lots. Eh bien, les gagnants sont entrés en possession de leurs biens. Maxi Agla et Michel Elegbe ont assisté à la cérémonie. Mabis, Roadat Balogun et Sani Agatha Bolaran Raed sont les deux gagnants des villas MTN Mobile Money. Les clés et les documents de propriété leur sont officiellement remis par le directeur de Mobile Money, Bénin SA, ce vendredi à Calaviruedo. C'est une occasion pour nous pour, je dirais, témoigner notre gratitude envers deux de nos abonnés qui se sont illustrés de manière particulière à travers la promotion que nous avions eu à faire. Le tirage s'est déroulé, je pense, le 21 août. Et ce tirage a révélé notamment ce jour-là, je dirais, Monsieur Sani Agata, qui est à ma gauche, et Madame Boilogon, qui est à ma droite, comme les gagnants de deux merveilleuses villas que MTN Mobile Money a promis à offrir dans le cadre de cette tombola. Des villas de 2 chambres salon avec garage entre autres. Les bénéficiaires qui ont pu superviser les travaux de construction. Tout ceci, rien qu'en utilisant les services Momo, voilà qui explique toute la joie de ces nouveaux propriétaires. Je croyais que c'était un rêve, mais aujourd'hui, voilà que le rêve est réalité. Je ne peux que remercier MTN Mobile Money pour cette grâce dans ma vie. Maître d'œuvre, la société Top et Gentrack, c'est son directeur qui conduit la visite des lieux. Promesse faite, promesse tenue pour MTN Mobile Money qui prend l'engagement de faire l'essentiel pour toujours faire sourire ses abonnés. Et puis, Kandi FM initie depuis 3 ans maintenant, et ce dans le mois du jeûne musulman, des enfants à la lecture et à la mémorisation du Coran. C'est à travers le concours Ramadan Karim. L'épilogue de cette année nous est conté par Bertin Adimi et Igor Ayoso. Et de 3 pour Ramadan Karim à Kandi. Initiative de la radio communautaire de la localité Kandi FM, ce jeu concours de lecture coranique édition 2021 en direct sur les antennes de Kandi FM réunit 3 catégories d'enfants. Les tranches d'âge 7-8 ans, 9-11 ans et 12-14 ans. Vous savez, tout comme moi, que la commune de Kandi est une commune à forte majorité musulmane. Et vous savez aussi que nous sommes habitués à organiser le jeu concours Noël des enfants, pour faire un peu ce que nous appelons égalité-parité dans ce que la communauté nous demande. On a tenu donc à organiser aussi ce jeu concours de lecture coranique pour répondre aux aspirations de la communauté islamique de la commune de
Kandi. Au-delà, l'initiative ambitionne de susciter l'émulation au niveau des enfants et d'éveiller en eux le goût de l'excellence sur fond d'éducation spirituelle. Sur la centaine ayant démarré la compétition, 9 s'en sortent à l'arrivée primés. Je suis très contente d'avoir participé à ce concours. Je remercie Dieu d'avoir été la deuxième. Si ces enfants ont pu atteindre ces performances dans la mémorisation du Coran, c'est assurément grâce aux efforts de leurs encadreurs. Je salue les alphas qui les encadrent pour qu'ils puissent faire plus que ces alphas-là. Et je leur souhaite du courage. Ramadan Karim à Kandi, rendez-vous en 2022 dans la période du jeûne musulman pour une autre édition certainement plus riche. Fin de Ramadan plutôt festive à Parakou. L'artiste Nazia Traoré et plusieurs autres ont offert aux Parakois une célébration riche en sonorités. Un concert aux accents de réconciliation après les violences préélectorales vécues par la ville. Vitis Aroré et Olviga Messon. Nazia Traoré, artiste de la musique moderne d'inspiration traditionnelle sur scène à la place Tabera à Parakou. Elle exécute les 8 morceaux de son prochain album. À travers un des titres du chef-d'œuvre, l'artiste se fait conseillère conjugale. Nazia Traoré chante également l'amour, la fraternité et les vicissitudes de la vie. La prestation de la jeune artiste se fait sous le regard admiratif d'un public majoritairement musulman venu se distraire après le mois de Ramadan. Je loue l'Éternel qui a permis à tous ceux qui pratiquement profiter de ce mois pour prier au nom du pays, au nom de la République, histoire que la paix revienne du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je crois que c'est dans tout ce cadre que nous avons été approchés et nous avons soutenu. Elle fait sortir notre tradition, notre rythme. C'est ça qu'il nous faut. Et Traoré, il faut l'encourager. Nous sommes là pour elle parce qu'elle peut nous sortir beaucoup de choses. Et là, c'est notre devoir de la soutenir. J'ai mis la population en joie. Là, je rends grâce. Maintenant, réconciliation que j'ai dit là, je voyais que c'est déjà fait. D'autres artistes comme Sid La Blonde et Issa Kanamon ont également émerveillé le public parakois à ce spectacle de Nazia Traoré, la nouvelle étoile montante de l'art musical. À présent, la revue web hebdomadaire. Cette semaine, le rappeur Blaze a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Il a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. L'entrée en vigueur de la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp est également au menu de notre tour des réseaux. Voici la compilation de Maurice Tantan et Fawazdine Olaonipeko. Un court test et un grand soulagement sur la toile. Pour la première fois depuis plusieurs mois, le rappeur Blaze a utilisé le canal Facebook pour s'exprimer sur son état de santé. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. L'artiste annonce un retour grandeur nature prochainement. En attendant, il invite ses abonnés à la patience. Côté fan, le message du rappeur est vécu comme un ouf de soulagement. La publication a ainsi affolé les compteurs avec plus de 55 000 réactions, dont près de 6 000 commentaires et 1200 partages en moins de 48 heures. Comme pour dire que le retour de Blaze au devant de la scène est plus que jamais attendu. Autre chose qui était attendue et qui arrive déjà ce week-end, c'est la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp. Annoncée en janvier dernier, puis reportée après plusieurs critiques, les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp entrent définitivement en vigueur à compter de ce 15 mai. Elle rappelle notamment que l'application de messagerie instantanée partage des informations avec sa maison mère Facebook et ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités. Ces changements sont évidemment applicables aux utilisateurs ayant accepté la nouvelle politique de confidentialité. Pour ceux qui l'ont rejeté, WhatsApp deviendra progressivement inutilisable.
Direction les États-Unis. Là-bas, une cyberattaque a paralysé pendant cette semaine les activités de Colonial Pipeline, premier opérateur d'oléoduc dans le pays. Les auteurs de l'opération ont pris le contrôle du plus important réseau d'approvisionnement de carburant pétrolier de la côte est des États-Unis. Ceci grâce à un ransomware ou rançongiciel, c'est-à-dire un code qui exploite les failles de sécurité pour crypter les systèmes informatiques et exiger une rançon pour les débloquer. Pour sortir de la paralysie, Colonial Pipeline aurait accepté de payer une rançon de 75 bitcoins, soit l'équivalent de 5 millions de dollars. Cette attaque met en lumière la cybersécurité comme étant l'un des gros enjeux auxquels font face beaucoup de pays. Elle rappelle aussi qu'aucun État n'est à l'abri, quelle que soit sa taille et ses moyens. Hors du Bénin, du Venezuela en Israël, de la France en Russie, politique et diplomatie, conflits et médias, art et pandémie du Covid-19, comment va le monde? C'est un récit de Ghislain Prouguet. Le président vénézuélien Nicolás Maduro conditionne sa participation à une nouvelle négociation avec le leader de l'opposition Juan Guaidó à la récupération des fonds bloqués à l'étranger et au contrôle de la compagnie pétrolière publique. Contra el país y reconozca la Constitución. Des roquettes sont tirées de la bande de Gaza vers Israël. Près de 300 roquettes ont à nouveau été lancées depuis Gaza en direction d'Israël, selon l'armée israélienne. L'amour gagne toujours, confiance, relaxez-vous ou encore douceur. Sur les murs de Paris fleurissent des graffitis, peints sur des murs entiers ou simplement abandonnés sur des planches de bois. Les artistes à la manœuvre, deux frères, Félix et Martin Toquet, veulent redonner l'optimisme aux passants. Une mission qu'ils prennent particulièrement à cœur depuis le début de la pandémie. Le média Radio Svoboda, Radio Liberty en Russie, financé par le Congrès américain, a annoncé que ses comptes bancaires avaient été bloqués suite à une visite dans ses locaux du siège chargé d'exécuter des décisions de justice. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.